Quand on pense à TikTok, on pense tout de suite aux danses, au divertissement, non? Mais qu'est-ce qui se passe quand l'algorithme nous emmène ailleurs, dans une spirale vraiment dangereuse? Eh bien, un rapport d'Amnesty International a justement mis le doigt dessus. Il montre comment la conception même de l'appli peut en fait être une menace pour la santé mentale des jeunes. Alors on va décortiquer ça ensemble. Ça me maintenait la tête sous l'eau. C'est une phrase terrible. Elle vient de Maëlle, une jeune femme de 18 ans. Et franchement, ces quelques mots, ils disent tout. Ce sentiment d'être piégé, complètement aspiré par la plateforme. C'est de ça dont on va parler. Alors pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, le mieux, c'est de commencer par l'humain, par une histoire concrète. On va donc suivre le parcours de Maëlle, sa descente dans ce qu'on appelle le terrier du lapin de TikTok. Au début, franchement, il n'y avait rien d'alarmant. Tout a commencé de façon très innocente. Maëlle, elle subissait du harcèlement à l'école, et elle s'est mise sur TikTok simplement pour partager des vidéos marrantes avec une copine. C'était son échappatoire, quoi, un moyen de se sentir connectée. Sauf que, très très vite, son fil d'actualité a complètement basculé. Elle raconte elle-même que, de fil en aiguille, le contenu est devenu de plus en plus sombre. Vraiment sombre, au point de lui suggérer que, je cite, « la mort n'est peut-être pas une si mauvaise idée ». C'est dingue. En un clin d'œil, ce qui était une échappatoire est devenu un véritable piège qui glorifiait l'automutilation et les idées suicidaires. Et attention, l'histoire de Maëlle, ce n'est malheureusement pas un cas isolé, pas du tout. C'est l'illustration parfaite d'un mécanisme bien précis que le rapport d'Amnesty appelle l'effet terrier de lapin. Alors c'est quoi exactement cet effet? Bon, on arrive au cœur du problème. L'effet terrier de lapin, c'est ça. C'est quand l'algorithme, au lieu de juste nous divertir, se met à nous enfermer. En gros, il repère une vulnérabilité, un petit intérêt pour un sujet, et il pousse, toujours plus loin dans cette niche de contenu. Et bien souvent, c'est une niche toxique. Et le pire, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. C'est hallucinant. Les tests menés par Amnesty sont sans appel. Tenez-vous bien, en 5 petites minutes, les premières vidéos sur la tristesse apparaissent dans le fil. Au bout de 20 minutes, le fil est quasiment rempli de contenu sur la santé mentale. Et après seulement 3 heures, l'algorithme propose carrément des vidéos qui parlent de méthodes de suicide. La descente est juste vertigineuse. C'est incroyablement rapide. Et non, ce n'est pas du tout un hasard, les chiffres sont là pour le prouver. Imaginez un peu le truc. Disons qu'une personne montre un intérêt, même léger, pour des contenus un peu tristes. Ça représente à peine, disons, 5% des vidéos regardées. Eh bien, l'algorithme, lui, il ne se contente pas de ça. Il décide de recommander plus du double de ce genre de contenu. En fait, il ne répond pas à une demande. Il la crée, il l'amplifie, il pousse activement les gens dans cette direction. Ok, donc là, on a vu le comment. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est conçu comme ça? C'est quoi la logique derrière cette course à l'engagement? La question est toute simple, mais elle est fondamentale. Pourquoi est-ce que ça arrive? La réponse, en fait, elle est à chercher au cœur même du business model de la plateforme. Alors, comment ça marche leur business? C'est une mécanique en plusieurs temps. D'abord, l'objectif numéro 1, garder les utilisateurs scotchés à leur écran le plus longtemps possible. Ensuite, pendant ce temps, l'appli analyse tout. Chaque clic, chaque vidéo regardée jusqu'au bout, même le temps de pause sur une image, tout ça c'est pour construire un profil psychologique ultra détaillé. Et l'étape 3, c'est de vendre ce profil aux annonceurs. Au final, la conclusion est assez simple. Plus on passe de temps sur l'appli, plus il collecte de données et plus il gagne d'argent. L'engagement, c'est le nerf de la guerre. Du coup, on se retrouve avec une sorte de double visage. D'un côté, il y a le TikTok que tout le monde connaît, la vitrine publique, les danses, les challenges, l'humour, le fun. Et de l'autre, dans l'ombre, pour les personnes les plus vulnérables, l'algorithme amplifie des contenus radicalement différents. Dépression, automutilation, désespoir. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Ce qui est peut-être le plus flippant dans tout ça, c'est que la plupart des jeunes n'ont même pas conscience de la machine qui est en route. Un sondage a montré que près des 2/3 des 13-15 ans ne savent pas que leur fil d'actualité est personnalisé, qu'il est construit à partir des données qu'ils laissent. Ils ont l'impression de voir une fenêtre sur le monde, alors qu'en réalité, ils ne voient qu'un miroir déformant, celui que l'algorithme a choisi de leur tendre. On a parlé de la technique, du modèle économique, mais maintenant, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le coût humain. Le prix, bien trop lourd, de ces choix de conception. Le rapport d'Amnesty ne parle pas dans le vide. Il raconte des histoires tragiques. Celle de Marie Le Tiec et de Charlize Dapuy-Parquet, 2 jeunes filles de 15 ans qui ont mis fin à leur jour. Leurs familles sont convaincues qu'elles ont été complètement immergées dans ce genre de contenu sur la plateforme avant leur passage à l'acte. Il y a une phrase prononcée par la mère de Marie, Stéphanie Mistre, qui est absolument dévastatrice. Elle dit
Pour ces plateformes, nos enfants deviennent des produits et non plus des êtres humains. Voilà, tout est dit. C'est ce sentiment de déshumanisation que partagent énormément de familles. Mais face à cette douleur, il y a aussi la colère et l'envie d'agir. Plusieurs familles se sont regroupées, elles ont formé un collectif qui s'appelle Algovissima. Et leur objectif est clair, traîner ces plateformes devant la justice, les forcer à rendre des comptes. Parce que, et c'est ça qui est important, ce ne sont pas des accidents isolés. C'est un vrai problème de système. Le constat est lourd, c'est certain, mais le rapport ne fait pas que pointer les problèmes, heureusement. Il propose aussi des pistes, des solutions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du côté de TikTok, les recommandations sont assez radicales. La première, c'est de laisser tomber ce modèle économique basé sur la surveillance de masse. C'est la base. Ensuite, interdire complètement l'hyper-personnalisation des contenus pour les moins de 18 ans. Il faut aussi, et c'est crucial, que la plateforme soit repensée avec la sécurité comme priorité numéro 1, pas l'engagement. Et enfin, un truc tout bête mais essentiel, redonner le contrôle, permettre aux gens de choisir explicitement ce qu'ils veulent voir. Mais soyons clairs, les plateformes ne vont pas changer toutes seules. C'est là que les régulateurs, les pouvoirs publics doivent entrer en jeu. Amnesty demande une chose très concrète, une enquête approfondie sur TikTok, pour vérifier si l'entreprise respecte bien la nouvelle loi européenne sur les services numériques, le fameux DSA. Il faut que cette loi soit appliquée, et avec fermeté, pour protéger les mineurs et pour que, enfin, les plateformes soient tenues pour responsables des dégâts de leurs algorithmes. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qui reste ouverte et qui, au fond, nous concerne tous. Qui est le pilote dans l'avion ? Qui est vraiment responsable de la sécurité dans nos espaces numériques ? Est-ce que ce sont les géants de la tech qui créent ces systèmes, les gouvernements qui sont censés les réguler, ou est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité individuelle ? C'est une réflexion qui est devenue absolument cruciale si on ne veut pas demain laisser les algorithmes décider à notre place.